En Géorgie, dans le sud des États-Unis, le soleil de l'été 1972 chauffait les collines arides du polygone de tir de Fort Benning. Les généraux américains se tenaient derrière les vitres de la salle d'observation, café à la main, les yeux rivés sur les écrans. Dehors, sur le terrain d'entraînement, un hélicoptère AH-1 Cobra venait de surgir de derrière une crête, comme un prédateur bondissant hors de son embuscade. Il était resté visible moins de 8 secondes. Le temps de lancer un missile anti-char guidé, de virer sur l'aile et de disparaître derrière le relief. Sur le terrain, le char cible, un vieux M48 condamné à jouer les victimes, s'était transformé en torche en moins de 3 secondes après l'impact. Les généraux échangèrent des regards satisfaits. Ce qu'ils venaient de voir n'était pas simplement un tir réussi lors d'un exercice de routine. C'était une démonstration de la façon dont les guerres allaient désormais se mener, et une preuve que le ciel appartenait désormais à celui qui savait s'en servir. Cette information parvint à Moscou avec une rapidité déconcertante. Les analystes militaires soviétiques comprenaient parfaitement ce que les Américains étaient en train de construire. Au Vietnam, les hélicoptères d'appui-feu avaient déjà prouvé leur valeur, mais ils devaient s'approcher dangereusement près des cibles pour être efficaces. Leurs roquettes non guidées obligeaient les pilotes à entrer dans la zone de tir des défenses ennemies. Maintenant, tout avait changé. Avec des missiles anti-chars guidés capables de frapper à 5 ou 6 km de distance, le pilote d'hélicoptère n'avait plus besoin de prendre de risques. Il surgissait, tirait et disparaissait avant même que les servants des canons anti-aériens adverses aient eu le temps de réagir. Et contre cette nouvelle tactique, l'armée soviétique n'avait tout simplement rien à opposer. Le problème avait un nom précis, la Shilka. La ZSU-23-4, pour être exact. 4 canons automatiques de 23 mm montés sur un châssis chenillé, avec un radar intégré et une cadence de tir impressionnante. Dans les années 60, cette machine avait fait ses preuves. Elle avait semé la terreur parmi les pilotes israéliens lors de la guerre d'usure le long du canal de Suez, et les Égyptiens l'avaient utilisée avec un certain succès lors de la guerre d'octobre 1973. Mais les guerres avaient une fâcheuse tendance à révéler les faiblesses des armes qu'on croyait infaillibles. La portée effective des canons de la Shilka ne dépassait pas 2500 mètres contre les cibles aériennes. Son radar ne détectait les cibles qu'avec fiabilité qu'à quelques kilomètres. Un hélicoptère qui se maintenait à 5 ou 6 km de distance et lançait ses missiles depuis cette position était tout simplement hors d'atteinte. Les obus n'arrivaient même pas jusqu'à lui. Et ce n'était pas tout. Le calibre de 23 mm, qui avait jadis été considéré comme suffisant, montrait désormais ses limites face aux nouveaux aéronefs. Les hélicoptères de combat recevaient des blindages de plus en plus résistants, et les avions d'attaque devenaient de plus en plus survivants. Les obus de petit calibre perforaient les tôles sans provoquer de dommages vraiment critiques. Les ingénieurs militaires soviétiques avaient conduit des séries d'essais comparatifs rigoureux, et les résultats étaient sans appel. Un canon de 30 mm réduisait d'environ 2 fois, et parfois 3 fois, le nombre de coups nécessaires pour détruire une cible par rapport aux 23 mm. La cadence de tir ne chutait pas de façon significative, mais la portée augmentait considérablement. Passer à un calibre encore plus grand entraînait une perte sérieuse de cadence de tir. 30 mm représentait le compromis parfait entre puissance de frappe et densité du feu. Mais même les meilleurs canons du monde avaient leurs limites de portée, et les hélicoptères ennemis opéraient précisément au-delà de ces limites. La solution qui émergea alors dans les bureaux d'études soviétiques était audacieuse à un point que beaucoup jugeaient irréaliste. Combiner sur une seule plateforme des canons automatiques rapides pour le combat rapproché et des missiles guidés pour frapper les cibles lointaines. Aucune armée au monde ne possédait encore rien de comparable. Les systèmes purement canonniers existaient d'un côté, les complexes purement missiles de l'autre. L'idée de fusionner ces deux univers en une seule machine cohérente relevait, pour certains, de la science-fiction militaire. En 1970, la mission fut officiellement confiée au Bureau d'études instrumentales de Toula. À sa tête, un homme dont le nom était déjà prononcé avec respect dans les cercles de l'ingénierie militaire soviétique, Arkady Chipounov. Ce concepteur hors pair avait déjà à son actif plusieurs projets d'armement remarquables,
et il comprenait mieux que quiconque l'ampleur du défi qui lui était assigné. La commande était formulée sans ambiguïté. Créer un système antiaérien automoteur qui surpasserait la Shilka sur tous les critères. Portée de détection des cibles, portée de destruction, capacité à traiter des cibles rapides et manœuvrantes, et surtout, capacité à neutraliser ces hélicoptères d'attaque qui avaient appris à tuer les chars sans entrer dans la zone de riposte. Les travaux démarrèrent simultanément sur plusieurs sites industriels dispersés à travers tout le pays. Les armuriers s'occupaient des canons. Les spécialistes des missiles travaillaient sur les projectiles guidés. Les ingénieurs mécaniciens concevaient le châssis. Les électroniciens s'attelaient au radar et au système de conduite de tir. Chaque composant était développé séparément, mais tous devaient s'assembler en un mécanisme unique et parfaitement coordonné. La difficulté principale résidait dans l'intégration d'un système de conduite de tir capable de gérer simultanément les canons et les missiles, deux types d'armes aux logiques de fonctionnement radicalement différentes. Personne au monde n'avait encore résolu ce problème. Chaque solution technique devait être inventée à partir de zéro. À la mi-décennie 70, des résultats concrets commençaient à apparaître. Les nouveaux canons de 30 mm passaient les essais sur banc d'épreuve avec des résultats qui dépassaient les espoirs initiaux. Le châssis prenait forme. Mais c'est alors que survint le coup qui faillit tout réduire à néant. En 1975, une version modernisée du complexe de missiles antiaériens OSA, désigné OSA-AK, fut adoptée par l'armée soviétique. Et immédiatement, des voix s'élevèrent dans les hautes sphères pour affirmer qu'il était inutile de continuer à financer la Tunguska. L'argument semblait logique en apparence. Pourquoi dépenser des sommes colossales pour un nouveau système quand l'OSA modernisé offrait déjà des portées supérieures à celles promises par les concepteurs de Tula? Le budget militaire ne pouvait pas financer deux projets concurrents. Le financement de la Tunguska fut gelé pendant 2 années entières. Pour Chipounov et son équipe, ce fut un coup brutal. Ils savaient que leur machine était fondamentalement différente de l'OSA, mais le démontrer sur le papier face à des bureaucrates peu enclins à entendre des arguments techniques était une autre affaire. Et pendant que le projet languissait dans les tiroirs, les Américains, eux, n'attendaient pas. Ils finalisaient les spécifications d'un nouvel hélicoptère d'attaque dont les caractéristiques donnaient des sueurs froides aux planificateurs militaires soviétiques. Cette machine s'appelait l'Apache, et elle allait changer les règles du jeu d'une façon que personne à Moscou ne pouvait se permettre d'ignorer. En 1975, les officiers soviétiques qui supervisaient les essais comparatifs entre l'OSA-AK et les cibles simulant des hélicoptères d'attaque regardaient les résultats avec une gêne croissante. Sur le papier, l'OSA semblait imbattable. Ses missiles atteignaient des distances et des altitudes impressionnantes. Mais les cibles n'étaient pas des avions volant en ligne droite à altitude constante. Elles imitaient le comportement réel des hélicoptères de combat modernes. Surgissement brutal depuis derrière un relief, exposition de quelques secondes, disparition immédiate. Et face à ce scénario précis, l'OSA révélait une faiblesse rédhibitoire. Le temps nécessaire pour détecter la cible, verrouiller le système de guidage et lancer le missile dépassait systématiquement la durée d'exposition de l'hélicoptère. Autrement dit, au moment où la fusée quittait son rail de lancement, l'hélicoptère ennemi avait déjà tiré ses propres missiles et replongé derrière sa protection naturelle. Les résultats furent documentés officiellement et l'inefficacité du complexe contre les hélicoptères d'appui-feu ne pouvait plus être contestée par personne. Ces conclusions tombaient au pire moment possible pour les partisans du gel du projet Tunguska. Car pendant que les débats bureaucratiques paralysaient les bureaux d'études de Tula, les services de renseignement soviétiques transmettaient des informations de plus en plus alarmantes sur ce qui se préparait de l'autre côté du rideau de fer. Le programme américain IAH-64, qui allait donner naissance à l'Apache, entrait dans sa phase de tests intensifs. Les caractéristiques qui filtraient étaient stupéfiantes. 16 missiles Hellfire par appareil, avec une portée de lancement pouvant atteindre 8 km. Un système de visée nocturne permettant d'opérer par obscurité totale. Une capacité à voler à quelques mètres au-dessus du sol en suivant le relief pour rester invisible au radar jusqu'au moment de l'attaque. Un seul escadron d'Apache pouvait théoriquement anéantir une colonne blindée entière avant que les équipages des chars aient compris d'où venait la menace. Ni la Shilka, avec ses canons trop courts,
Ni l'OSA, avec ses réflexes trop lents, n'avait de réponse crédible à apporter. En 1977, le financement de la Tunguska fut débloqué. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de travailler à un rythme ordinaire. Les délais furent drastiquement raccourcis, les équipes renforcées, et la pression sur Chipounov et ses ingénieurs atteignit un niveau que beaucoup d'entre eux décriraient plus tard comme épuisant, mais également exaltant. Ils savaient qu'ils travaillaient sur quelque chose qu'aucun autre pays au monde n'avait encore réussi à construire. Et cette conscience donnait à chaque journée de travail une dimension particulière. Le défi technique central était la création d'un système de conduite de tir capable de gérer simultanément deux types d'armes aux logiques radicalement opposées. Les canons automatiques exigeaient des calculs balistiques extrêmement rapides, tenant compte de la vitesse de la cible, de sa trajectoire, de la vitesse initiale des obus, de la dérive due au vent et d'une douzaine d'autres paramètres. Les missiles, eux, nécessitaient un système de guidage continu, capable de transmettre des corrections de trajectoire tout au long du vol, tout en maintenant simultanément le verrouillage optique sur la cible. Faire fonctionner ces deux systèmes en parfaite harmonie sur une seule plateforme, avec un seul opérateur, dans un délai de réaction de 10 secondes entre la détection et le tir, représentait un problème d'ingénierie sans précédent. Les premières tentatives d'intégration produisirent des résultats décevants. Les interférences électromagnétiques entre les différents systèmes créaient des erreurs de calcul. Les délais de commutation entre le mode canon et le mode missile s'avéraient trop longs dans les premières versions du logiciel embarqué. Chaque obstacle résolu en révélait un nouveau, et les nuits dans les laboratoires de Tula se succédaient sans que personne ne pense à compter les heures. En 1981, après 3 années d'une intensité rare, les essais d'état officiels commencèrent enfin. La machine fut soumise à des conditions extrêmes, grand froid sibérien, chaleur du désert, poussière, boue, marche forcée de plusieurs centaines de kilomètres enchaînée directement avec des séances de tir. Les résultats validèrent tout ce que Chipounov avait promis. 10 secondes entre la détection d'une cible et le lancement du premier missile. Les canons balayaient tout ce qui se présentait à moins de 4 kilomètres. Les missiles atteignaient des cibles à 8 km avec une précision qui laissa les observateurs militaires sans voix. En 1982, après 12 années d'un parcours semé d'embûches administratives et de défis techniques sans précédent, le complexe antiaérien canon-missile 2K-22 Tunguska fut officiellement adopté par l'armée soviétique. La machine qui sortit des usines soviétiques en 1982 n'avait tout simplement aucun équivalent dans le monde entier. La 2S6, désignation officielle de la partie combattante du complexe Tunguska, pesait 34,5 tonnes et reposait sur un châssis chenillé GM352 spécialement développé pour elle. 7,88 m de longueur, 3,40 m de largeur, 3,35 m de hauteur en position de marche. Des dimensions imposantes, mais parfaitement calculées pour permettre à la machine de suivre les colonnes blindées sans difficulté sur n'importe quel terrain. Le châssis était divisé en 3 compartiments distincts. À l'avant se trouvait le poste de conduite, où le mécanicien conducteur disposait d'une écoutille de toit et d'un ensemble de périscopes lui assurant une visibilité suffisante, même dans les conditions les plus difficiles. Le panneau frontal du châssis intégrait une trappe d'observation équipée d'un vitrage chauffant électriquement, indispensable lors des opérations hivernales pour éviter le givre qui aurait rendu le conducteur aveugle au pire moment. 2 issues de secours complétaient ce dispositif. Une dans le panneau frontal lui-même, l'autre dans le plancher derrière le siège du conducteur. Les concepteurs soviétiques avaient réfléchi à chaque scénario possible, y compris les pires, et la survie de l'équipage faisait partie intégrante de la conception depuis les premières esquisses. Derrière le poste de conduite se trouvait le compartiment moteur-transmission, véritable cœur mécanique de la machine. Le moteur diesel V84MS développait 700 chevaux, ce qui permettait à cette masse de 34 tonnes d'atteindre 65 km/h sur route goudronnée, 40 km/h sur piste, et de se frayer un chemin à 15 km/h en tout terrain difficile. L'autonomie de 500 km était un chiffre crucial, car la Tunguska devait pouvoir effectuer de longues marches aux côtés des unités blindées sans immobiliser toute la colonne pour des ravitaillements trop fréquents. La transmission hydromécanique et le mécanisme de direction hydrostatique
lui conférait une maniabilité remarquable pour une machine de ce gabarit, qualité indispensable pour manœuvrer rapidement en position de tir. Mais c'est la tourelle 2A40 qui concentrait toute la substance de cette machine exceptionnelle. Deux canons automatiques de 30 mm, désignés 2A38, flanquaient la tourelle de part et d'autre comme deux poings serrés. Chaque canon pesait environ 115 kg, pour une longueur légèrement supérieure à 3 mètres. La vitesse initiale des projectiles atteignait 960 mètres par seconde, et la cadence de tir combinée des deux canons culminait à 5000 coups par minute. Cela signifiait que plus de 80 obus de 30 mm étaient projetés dans l'espace chaque seconde, créant une densité de feu qu'aucune cible aérienne ne pouvait traverser impunément à moins de 4 km. Le stock de munitions s'élevait à 1936 obus, et chaque canon avait un potentiel de 9000 coups avant remplacement du tube. Ces canons n'étaient pas seulement redoutables par leur cadence, leur portée effective dépassait significativement celle de la Shilka, comblant précisément cette zone aveugle qui avait rendu l'ancienne machine obsolète. Sur les flancs de la même tourelle étaient fixées 8 rampes de lancement pour missiles guidés anti-aériens, 4 de chaque côté. Cette combinaison sur une plateforme unique constituait l'essence même de ce qui rendait la Tunguska révolutionnaire. Les canons couvraient la zone proche, les missiles prenaient le relais jusqu'à 8 km. Il n'existait pratiquement aucune zone morte dans laquelle un hélicoptère ou un avion d'attaque aurait pu se réfugier en toute impunité. L'intérieur de la tourelle abritait 3 postes de travail. Le commandant occupait la position de droite, l'opérateur celle de gauche, et le tireur se trouvait derrière eux. Devant le commandant et l'opérateur s'alignaient les armoires contenant les blocs du système radar, le pupitre de conduite du système de calcul et le pupitre de commandement. Au-dessus du poste du commandant, une coupole rotative équipée de 2 dispositifs d'observation lui garantissait une vision circulaire complète de l'environnement immédiat, ce qui permettait de détecter visuellement les menaces que le radar n'avait pas encore identifiées. L'équipage total de la Tunguska comptait 4 hommes, le mécanicien conducteur dans le châssis et les 3 autres dans la tourelle. Ce chiffre réduit était le résultat d'un niveau d'automatisation poussé, car gérer simultanément des canons rapides, des missiles guidés et un radar de conduite de tir aurait normalement exigé beaucoup plus de personnel. La question du blindage avait donné lieu à des débats intenses pendant toute la phase de conception. La protection finale couvrait l'équipage contre les projectiles d'armes légères de calibre 7,62 mm et contre les éclats d'obus. Rien de plus. Certains officiers qui prirent en main ces machines exprimèrent leurs réserves, estimant que cette protection restait insuffisante face aux conditions du champ de bataille moderne. Mais augmenter le blindage signifiait alourdir la machine, réduire son autonomie et compromettre sa capacité à suivre les colonnes de chars sans devenir un fardeau logistique. La Tunguska n'était pas conçue pour affronter l'ennemi de face. Elle était conçue pour le détruire à distance, depuis les profondeurs du dispositif défensif, avant même qu'il ne constitue une menace directe pour elle. Si les canons de la Tunguska représentaient sa force brute, ces missiles en constituaient l'intelligence. La roquette guidée 9M311 était une œuvre d'ingénierie dans laquelle chaque gramme avait été pesé, chaque choix technique justifié par des contraintes opérationnelles précises. 42 kg au total. Une conception à 2 étages selon le schéma aérodynamique dit « en canard », où les gouvernes de direction sont placées dans la partie avant de l'engin, devant les ailes. Ce choix n'était pas esthétique. Il offrait une réactivité de manœuvre supérieure dans les dernières secondes de vol, précisément quand la cible tentait désespérément d'échapper à l'impact. Le fonctionnement commençait par l'allumage du moteur de démarrage, qui propulsait le missile hors de sa rampe et lui communiquait sa vitesse initiale. Environ 2,6 secondes après le lancement, ce premier étage se séparait et tombait au sol. Ce qui continuait alors sa trajectoire vers la cible, c'était l'étage de croisière, volant uniquement sur l'énergie cinétique accumulée lors du démarrage. Aucun moteur de croisière. La vitesse moyenne en vol atteignait 600 mètres par seconde, soit plus de 2000 km par heure. Cette décision d'éliminer le moteur de croisière avait des conséquences pratiques considérables. Sans combustion en phase de vol, aucune traînée de fumée ne se formait derrière le missile. L'opérateur conservait une ligne de visée parfaitement dégagée vers la cible pendant toute la durée du vol,
ce qui était une condition absolument indispensable au bon fonctionnement du système de guidage. Car ce système de guidage était lui-même une construction d'une sophistication remarquable. Le principe reposait sur un guidage radiocommandé semi-automatique avec liaison optique. Concrètement, l'opérateur maintenait la cible dans le réticule de son viseur optique sans interruption. Dès que le missile quittait sa rampe, un pélengateur optique embarqué sur la machine de combat le prenait en charge, le repérant grâce à un signal lumineux émis par un traceur installé dans sa partie arrière. L'électronique calculait en permanence la position angulaire du missile par rapport à la ligne de visée de la cible, et un calculateur numérique générait des ordres correctifs. Ces ordres étaient codés en impulsion dans un chiffreur, puis transmis au missile par radio depuis la station de poursuite. Ce qui rendait ce système particulièrement redoutable face aux contre-mesures ennemies relevait d'une subtilité que les ingénieurs avaient intégrée dès la conception. Sur la majeure partie de sa trajectoire, le missile volait avec un décalage intentionnel par rapport à la ligne de visée de la cible. Ce déplacement délibéré avait une raison précise: neutraliser l'efficacité des leurres thermiques. Les pilotes d'hélicoptères et d'avions d'attaque emportaient des cartouches éjectant des torches à forte signature infrarouge destinées à attirer les missiles à guidage thermique. Ces torches tombaient vers le bas et sur les côtés de l'appareil, loin de sa trajectoire. Si le missile avait suivi strictement la ligne de visée, le pélengateur aurait pu confondre une torche lumineuse avec le traceur du missile et perdre le fil. Mais comme le missile progressait avec un offset calculé, les leurres ne passaient tout simplement jamais dans le champ de vision du pélengateur. Ce n'est qu'à 2 ou 3 secondes de l'impact que le missile commençait à converger vers la ligne de visée et frappait la cible au moment précis où il était trop tard pour que le pilote réagisse. À 1000 mètres du point de lancement, une radiocommande automatique armait le capteur de proximité. Ce détail technique avait une importance capitale. Cela évitait tout déclenchement accidentel pendant la phase initiale de vol, quand le missile passait encore à proximité de la machine de combat elle-même. La tête militaire du missile pesait 9 kg sur un total de 42, ce qui constituait un ratio particulièrement favorable pour un engin de cette classe. Sa conception combinait 2 mécanismes de destruction complémentaires. Des éléments perforants en forme de tige d'environ 600 mm de longueur formaient, à la détonation, un anneau de métal en expansion qui tranchait littéralement les éléments structurels porteurs de la cible. Par-dessus ces tiges étaient disposés des éléments fragmentants préformés en forme de petits cubes pesant entre 2 et 3 grammes chacun. Ces cubes perforaient les circuits de carburant et provoquaient l'incendie. La combinaison des deux effets réduisait drastiquement le nombre de coups nécessaires pour neutraliser définitivement une cible. 2 mécanismes de détonation fonctionnaient en parallèle. Le capteur de proximité déclenchait l'explosion dès que le missile passait à moins de 5 mètres de la cible, ce qui permettait de détruire des appareils très manœuvrants, même sans impact direct. Le second mécanisme était un détonateur à contact classique pour les cas de frappe directe. Cette redondance augmentait significativement la probabilité de destruction finale, notamment contre les drones et les missiles de croisière qui constituaient des cibles de faible section radar, difficiles à toucher avec précision. Dès que le missile franchissait le cap des 1000 mètres parcourus, la machine basculait automatiquement en mode de préparation au tir suivant. Les 8 missiles pouvaient ainsi être lancés en séquence rapprochée contre plusieurs cibles simultanées, sans interruption dans la cadence opérationnelle. Lorsque le stock était épuisé, la machine de transport chargement 2 F7, montée sur châssis Oural 43203, prenait le relais. Elle transportait 1000 munitions de 30 mm supplémentaires et 8 missiles de rechange, et le rechargement complet s'effectuait en 16 minutes sur le terrain. La Tunguska, qui entra en service en 1982, était déjà une machine sans équivalent. Mais les ingénieurs de Tula savaient mieux que quiconque qu'une arme qui cesse d'évoluer commence immédiatement à vieillir. L'aviation de l'OTAN ne restait pas immobile, et chaque année apportait son lot de nouvelles menaces qui exigeaient des réponses techniques précises. Le travail de modernisation commença presque aussitôt après la mise en service officielle. En 1990, une première version améliorée fut adoptée sous la désignation 2K22M, connue sous le nom de Tunguska M. Les modifications portaient principalement sur les systèmes de communication et de coordination.
Une nouvelle radio fut installée, ainsi qu'un récepteur dédié à la liaison avec le poste de commandement de batterie. Ce changement, en apparence modeste, transformait profondément la façon dont les machines opéraient ensemble. Auparavant, chaque Tunguska fonctionnait de manière largement autonome, identifiant ses propres cibles et prenant ses propres décisions de tir. Désormais, le commandant de batterie pouvait distribuer les cibles entre les différentes machines en temps réel, éviter les doublons de tir sur la même cible et concentrer plusieurs systèmes sur une menace prioritaire en quelques secondes. Cette coordination transformait une collection de machines individuelles en un réseau défensif cohérent. Le groupe électrogène auxiliaire installé sur cette version permit à l'équipage de maintenir actifs tous les systèmes électroniques et de surveillance sans démarrer le moteur principal. En embuscade ou en position d'attente prolongée, le rugissement d'un diesel de 700 chevaux aurait trahi la position de la machine à des kilomètres à la ronde. Avec l'alimentation auxiliaire, la Tunguska pouvait surveiller le ciel en silence total, invisible et silencieuse, attendant que la cible entre dans sa zone létale. Un télémètre laser fut également intégré au système de conduite de tir, fournissant des mesures de distance précises qui amélioraient significativement la précision des tirs de canon, notamment contre les cibles se déplaçant à basse altitude et grande vitesse. Mais toutes ces améliorations n'étaient qu'un prélude à ce qui allait suivre. En 2003, une nouvelle version entra en service sous la désignation 2K22M1, la Tunguska M1, et cette machine différait de ses prédécesseurs à un point que les spécialistes militaires estimaient représenter une augmentation de l'efficacité globale d'environ 50% dans la neutralisation des cibles aériennes. Le changement le plus visible concernait les missiles. La nouvelle roquette 9M311M pouvait désormais frapper des cibles jusqu'à 10 km de distance, contre 8 pour la version originale. Ces 2 km supplémentaires modifiaient radicalement l'équation tactique. Un hélicoptère Apache, opérant à la limite maximale de ses propres missiles Hellfire, se retrouvait maintenant dans la zone de danger de la Tunguska M1, sans même s'en rendre compte. La machine qui avait été conçue pour répondre à la menace Apache devenait capable de frapper l'Apache avant que celui-ci ne soit en mesure de tirer. Les modifications internes de la roquette étaient tout aussi profondes. Le traceur infrarouge de l'ancienne version fut remplacé par un répondeur infrarouge impulsionnel, offrant une précision de suivi supérieure sur toute la trajectoire de vol. Le capteur de proximité, qui utilisait auparavant un principe optique, fut remplacé par un détonateur de proximité radar à diagramme d'antenne circulaire, avec un rayon de déclenchement pouvant atteindre 5 mètres. Ce remplacement n'était pas une simple mise à jour technique. Il répondait directement à une menace qui avait émergé et pris une ampleur considérable depuis les années 90, les drones de combat et les missiles de croisière. Ces engins présentaient une section radar extrêmement réduite, ce qui rendait leur interception par les anciens systèmes particulièrement aléatoire. Le nouveau détonateur radar fonctionnait indépendamment de la signature thermique ou visuelle de la cible, ce qui rendait la Tunguska M un efficace contre des cibles pratiquement invisibles aux générations précédentes de missiles antiaériens. La résistance aux brouillages électroniques fut également renforcée en profondeur. Les armées de l'OTAN avaient considérablement développé leur capacité de guerre électronique au cours des années 80 et 90, et les systèmes de guidage qui n'intégraient pas de protection contre les perturbations électromagnétiques devenaient vulnérables dans un environnement de combat moderne saturé d'émissions radio. Les ingénieurs améliorèrent l'appareillage d'extraction des coordonnées de cible, modifièrent le système de mesure des angles de tangage et de cap de la machine de combat, réduisant ainsi les erreurs de tir en mouvement et augmentant la stabilité de la boucle de contrôle des canons. La durée de stockage des missiles fut portée à 10 ans, ce qui simplifiait considérablement la logistique des unités déployées loin de leur base d'approvisionnement. La machine de transport-chargement reçut elle aussi une mise à niveau significative. La nouvelle version, désignée 2F77M, abandonnait le châssis Oural au profit d'un camion Kamaz 43101, plus fiable mécaniquement et plus économique à entretenir. Une grue améliorée et des équipements additionnels accéléraient les opérations de rechargement en conditions de campagne, réduisant le temps d'immobilisation de la machine de combat après un engagement intensif. Ainsi,
La Tunguska M1 entrait dans le XXIe siècle avec des capacités que ses concepteurs de 1970 n'auraient pas osé promettre. Une machine née pour tuer des hélicoptères, désormais capable d'intercepter des drones furtifs et des missiles de croisière rasant le sol à des vitesses supersoniques. 2 canons, 8 missiles, 10 secondes entre la détection et la destruction. Si cette histoire vous a passionné, laissez un like, partagez en commentaire quelle machine vous souhaitez découvrir dans le prochain épisode et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire.